Donc, dernier cours sur les probabilités. C'est un cours sur les variables aléatoires. Donc, on a déjà parlé de ce qu'était une variable aléatoire. Et on a mentionné qu'il y avait deux types principaux de variables aléatoires, qui sont les variables aléatoires discrètes et les variables aléatoires continues. La façon simple de retenir qui est quoi, c'est de dire qu'une variable discrète, c'est une variable aléatoire qui compte quelque chose, donc qui modélise une expérience dans laquelle on compte un nombre d'événements. Et donc beaucoup d'entre vous connaissent déjà les notions de variable aléatoire binomiale, Poisson, etc. En résumé bref, donc on est à la page 61. Si x est une fonction qui part d'une expérience et qui est à valeur dans R, et si x prend un nombre fini, prend un nombre fini ou dénombrable de valeurs différentes, c'est équivalent à dire que x est discret. Si dans le cas contraire, x est dit continu. Pardon, je dis n'importe quoi, excusez-moi, je suis fatigué, je dis vraiment x est rien à voir, x n'est pas dit continu. Dans le cas contraire, x est soit continu, soit mixte. Donc ce sont des petites subtilités qui ne vont pas vraiment vous impacter vous, parce que vous travaillerez beaucoup avec des variables aléatoires mixtes, mais sans vraiment avoir besoin de les définir proprement. Et donc retenez que le contraire de discret, ce n'est justement pas continu, c'est continu ou autre chose. Et donc les variables aléatoires discrètes, si on revient un petit peu en arrière, si x est discret, donc si je suis à la page 62 maintenant, si x est discret, c'est équivalent à dire que x de oméga, donc l'ensemble des images par x de points de oméga. Donc les gars, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, je m'arrête dès que vous avez une question, et si jamais je ne vous entends pas, vous m'interrompez, vous mettez votre micro et vous parlez. Donc on y va. Donc si x est discret, ça veut dire que x prend un nombre fini ou dénombrable de valeurs différentes, ça veut dire que x de oméga peut s'écrire comme x1, x2, comme une suite d'éléments, x3 jusqu'à un certain xk, avec k éventuellement infini. Donc k peut être un naturel fini, ou alors ça peut être un nombre infini. Donc ça peut être une suite finie ou une suite infinie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce qui est raconté dans la définition de la page 62, c'est que une variable aléatoire discrète, c'est une fonction, j'ai mis un grand N plutôt qu'un grand K, excusez-moi, N, avec N éventuellement infini, c'est une fonction c'est une variable aléatoire qui est entièrement, donc ce qu'on cherche à décrire d'une variable aléatoire, c'est sa loi. Sa loi, c'est une recette qui permet de calculer toutes les probabilités associées au hasard, donc associées à l'expérience aléatoire dont on s'intéresse à l'issue X. Et pour décrire sa loi, donc la loi de X est entièrement donnée par quoi? Par la suite des nombres P1 qui est alors la probabilité que x soit égal à x1, P2 qui est alors la probabilité que x soit égal à x2, etc. Jusqu'à Pn qui est la probabilité que x soit égal à xn. Ok, donc la loi de x est entièrement donnée par cette suite de nombres qui est ici. Alors, on avait une première proposition. Donc, quelqu'un a débranché son micro, enfin plutôt a branché son micro, ce serait gentil de le débrancher. Alors, je peux le faire moi-même, mais c'est embêtant. Je dois remonter tout en haut, je crois. Comment je peux faire ça? Bon, je sais pas comment je peux faire pour éteindre tous les micros. Donc ce serait gentil de débrancher vos micros. Peut-être ici. Voilà, désactiver tous les micros. Voilà, j'ai désactivé tous les micros. Ok. Bon.
Donc, on va peut-être faire un petit exemple. Je vais prendre l'exemple qui est ici. Soit x, le nombre de questions de réponses plutôt correctes lors d'un QCM. D'un QCM avec 4 options pour 5 questions. Donc on a 5 questions. X il peut valoir soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. Et vu qu'il n'y a que 5 questions, il y a 4 options pour les 5 questions. On ne nous donne pas d'informations sur ce que veulent les probabilités de répondre correctement. Donc on va juste dire que la loi de x est encodée par les nombres qui sont ici. P de x égale 0, P de x égale 1, jusqu'à P de x égale 5. Donc on a entièrement décrit la loi de x avec ces informations-ci. On sait que x il prend les valeurs entre 0 et 5 et il prend les probabilités, il prend les différentes valeurs avec certaines probabilités que je n'ai pas encore spécifiées. On pourrait imaginer que si on répond totalement au hasard, si on répond totalement au hasard, à chaque question, la probabilité que x soit égal à 0, c'est la probabilité de répondre faux partout. On a 4 chances, donc il y a 4 options. Donc chaque fois qu'il y a 4 options, c'est-à-dire qu'il y a une option correcte et 3 options fausses. On a 3 chances sur 4 de répondre faux à la première question. On a 3 chances sur 4 de répondre faux à la deuxième question. Si on veut avoir faux partout, il faut avoir répondu faux à chacune des questions. Donc c'est 3, il y a quelle est la probabilité que x soit égal à 0, c'est 3 quarts puissance 5. Quelle est la probabilité que x soit égal à 5? Pour avoir 5, il faut avoir répondu correctement à tout. Et donc, ça pourrait être... il y a une chance sur 4 de répondre correctement à chaque fois. Et donc, ça va être 1 quart à la puissance 5. Quelle est la probabilité de répondre correctement à une question? Il faut répondre... il faut avoir une question à laquelle on a répondu correctement. On a une chance sur 4 pour ceci. Et puis, 4 questions où on a répondu faux. Et donc là, on a 3 chances sur 4 pour ceci. Et il faut 4 questions fausses, donc ça va être ceci, 1 quart à la puissance 1, 3 quarts à la puissance 4. Et puis à combien de façons de placer la réponse correcte parmi les 5 possibilités? Ça va être 5 fois 1 quart fois 3 quarts puissance 4, etc. Je pourrais continuer. Je vais continuer. Quelle est la probabilité que x soit égal à 2? C'est qu'il faut choisir 2 positions pour répondre correctement parmi les 5 positions disponibles. Puis après, il faut avoir 2 fausses. Et non, il faut avoir 2 justes et 3 fausses. Donc ce 2, ça vient du fait qu'on a 2 réponses justes, et ce 3, ça vient du fait qu'on a 3 réponses qui sont fausses. Je continue. Quelle est la probabilité que x soit égal à 3? Il faut avoir 3 réponses justes. On choisit les 3 positions parmi les 5. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Iman, tu demandes pourquoi est-ce que je multiplie par 5? Je vais aller relativement vite aujourd'hui, parce que je veux terminer cette partie-ci du cours. Donc on a, de toute façon, vous referez tout ça dans les TP. On a 5 réponses, on a 5 questions. Question 1, 2, 3, 4, 5, ok. Et tu vas avoir une seule réponse correcte. Imagine que ce soit celle-là qui soit correcte et les 4 autres qui sont fausses. 1, 2, 3, 4. Pour avoir celle-là qui est correcte, c'est une chance sur 4. Et pour avoir les 4 autres qui sont fausses, c'est 3 chances sur 4. Au puissance 4. Tu vois ça? Iman, tu comprends? Donc Mohamed, tu as raison, hein, c'est la bonne explication, mais je vais aller un peu plus lentement. Donc ok, donc on est d'accord avec ceci. Donc pour la configuration que j'ai dessinée ici, on a une chance sur 4 fois 3 chances sur 4 puissance 4. Sauf que rien n'indique que la réponse correcte doit être en première position. Elle peut être là, comme elle peut être là, comme elle peut être là, comme elle peut être là. En fait, il y a combien de façons d'avoir un vert et 4 rouges? Autant qu'il y a de façons de choisir une place parmi 5. Je choisis la place pour le vert, ici, et puis après je mélange. Pour celui-ci, c'est la même chose. J'ai besoin d'avoir 2 verts et 3 rouges, donc 1, 2, 3 rouges, et j'ai besoin d'avoir 2 verts,
disons que j'en mets un là et un là. Puis après, je dois pouvoir les mélanger. Il y a combien de façons de positionner 2 verres parmi 5 places? Bah, c'est C, 2, 5. C'est plus clair, Iman? Ok, parfait. Et donc ici, si je veux avoir 3 réponses correctes, ben, j'ai donc 1 quart à la puissance 3, et puis j'ai 3 quarts à la puissance 2. Si je veux avoir 4 réponses correctes, ben, je vais avoir C, 4, 5, 1 quart à la puissance 4, 3 quarts à la puissance 1. Et si je veux avoir les 5 réponses correctes, ben, je l'ai déjà fait, quoi. Ça va être C, 5, 5, 1 quart à la puissance 5, 3 quarts à la puissance 0, ce qui fait bien ce qu'on avait dit au début. Donc c'était 1 quart à la puissance 5. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a une liste qui est que la probabilité que x soit égal à k, c'est c k 5, 1 quart à la puissance k, 3 quarts à la puissance 5 moins k. Ceci nous donne la loi de la variable aléatoire x qui compte le nombre de réponses correctes lorsqu'on répond totalement au hasard. Mais imaginez que l'élève est hyper près. Il se trompe jamais. Bah, dans ce cas-ci, la probabilité que x soit égal à 0, c'est la même chose que la probabilité que x soit égal à 1, c'est la même chose que la probabilité que tout ça. C'est 0, parce qu'il ne se trompe jamais l'élève. Et on sait que la probabilité que x soit égal à 5, c'est 1. Donc en fait, le calcul spécifique de ces probabilités, celle-là, bah, ça dépend du modèle. Dans un modèle où on répond totalement au hasard, c'est ce machin-là, que certains d'entre vous ont déjà reconnu comme étant une loi binomiale. Le modèle associé à un élève super fort, qui ne se trompe jamais, c'est celui-ci, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance d'avoir autre chose que 5 sur 5. Et le modèle associé à un élève qui est vraiment, vraiment nul ou qui n'est pas du tout prêt, ce serait alors plutôt aucune chance d'avoir autre chose que 0 sur 5, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on a différentes façons de modéliser la variable aléatoire, mais quoi qu'il arrive, la probabilité que x appartienne à un ensemble B, c'est quoi? Bah, c'est, imaginez, donc on a la droite réelle qui est ici, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont les valeurs possibles pour x. Donc x peut prendre la valeur 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Et puis maintenant je vous demande, tiens, mais quelle est la probabilité que x appartienne à l'ensemble que je vais dessiner ici en vert? Quelle est la probabilité que x appartienne à cet ensemble-là, que je vais appeler B? Bah, dans ce cas-ci, avec mon dessin ici, ce sera juste la probabilité que x soit égal à 2, plus la probabilité que x soit égal à 3, plus la probabilité que x soit égal à 4, plus la probabilité que x soit égal à 5. Si le B est le machin vert, la probabilité que x appartienne à B, c'est juste la probabilité que x soit dans 2, 3, 4 ou 5. Si maintenant je prenais autre chose comme B, voilà, je prends B qui est plutôt... Voilà, si j'arrive à... Voilà. Si je prends B qui est plutôt ce que je vais dessiner en rouge, donc B c'est ça en union avec ceci. Voilà, comme ça. Tac, tac, tac. Mais quelle est la probabilité que x soit égal à B dans ce cas-ci? Alors, je vais juste mettre ça dans la même couleur que l'autre. Non, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Alors, quelle est la probabilité que x soit égal appartienne à B dans le cas où c'est la zone rouge? Bah, ça sera simplement la... Oups, pardon. Simplement la probabilité que x soit égal à 0, plus la probabilité que x soit égal à 1, plus la probabilité que x soit égal à 5. Ok? De manière générale, et donc là je suis juste en train d'expliquer la formule que vous voyez ici, cette formule un peu atroce. La probabilité que x soit dans B, c'est quoi? On prend la somme sur tous les indices i
tels que... Enfin non, on prend la somme sur tous les éléments de l'espace d'arrivée, donc tous les xi qui sont dans B, des probabilités qui sont associées. Donc cette formule ici, elle ne sort pas de nulle part, elle dit quelque chose de très très raisonnable. Si vous avez une variatoire qui est discrète, si cette variatoire est discrète, elle est entièrement décrite par une liste, x1, x2, x3, etc. Et la probabilité que x appartienne à un ensemble B, ben, c'est donné simplement par la somme. On somme sur quoi? Bon, on somme sur tous les indices qui sont tels que le xi correspondant appartient bien à mon ensemble B, et on somme les probas qui y correspondent. Donc c'est la somme sur tous les xi qui sont dans B des probas correspondantes. Ok, vous êtes toujours là? Parfait. Alors, en cadeau, on obtient plusieurs choses parce qu'on sait qu'une probabilité, c'est une probabilité. Donc, si maintenant je vais page 63, on sait que P est une proba. Et donc on sait que tout ce qu'on a raconté au chapitre ici, tout ce qu'on a raconté au chapitre 2, s'applique. Donc on a toutes les règles qu'on avait étudiées avant. Donc en particulier, on sait que la probabilité que x appartient à R, c'est 1. Parce que tous nos xi sont des réels. Donc la probabilité que x soit réel, c'est 1. On prend toute la droite réelle. Et on sait que la probabilité du oméga, c'est censé être égal à 1. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est simplement la somme sur tous les xi des p de x égale xi. Donc, par définition, cette somme sur tous les xi doit valoir 1. C'est ce que je raconte ici. La somme de tous les pi fait 1. Aussi, on sait que p de n'importe quoi, c'est toujours entre 0 et 1. Tous ces nombres sont entre 0 et 1. Pourquoi? Parce qu'une probabilité, c'est entre 0 et 1 pour tout A. Donc, deuxièmement, on a aussi ce résultat-là. Alors, vous pourriez dire, oui, mais ça, on s'en fout. Non, pas du tout. C'est même plutôt intéressant. Et même mathématiquement, c'est pas trivial. Mathématiquement, le fait que somme sur tous les xi des p de x égale xi égale 1 nous enseigne des choses pas évidentes. Par exemple, si je reviens en arrière, j'avais vu quoi? J'avais vu ici une formule assez dégoûtante qui est celle-là. J'avais vu ça. J'avais vu quoi? J'avais vu que dans mon exemple avec le x qui était le résultat, sur 5 questions, QCM, avec l'élève qui répond tout à fait au hasard, j'avais vu que x appartenait à 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, avec probabilité, qui est ici. Donc ça me dit quoi? La formule qui est juste au-dessus, ça me dit que la somme sur k qui va de 0 à 5 des p de x égale k, ça fait quoi? Ça fait 1. J'applique simplement la règle qui est ici. Oups, pardon. Ceci est égal à 1. C'est marqué là. Donc j'applique ça ici. Je sais que si je somme sur toutes les probas, ça fait 1. Emma, je peux remonter quoi? Pardon. Donc pour ceux qui regardent que la vidéo, il y a Emma qui me demande de remonter un petit peu. De cours, oui. Merci. J'espère bien, mais où ça? Comme ça? Voilà. Donc,
comme P est une proba, on sait que la probabilité de oméga, ça fait 1. Et comme X est une variable réelle, bah, la probabilité de oméga du tout, c'est la probabilité que X soit réel, parce que X ne prend que des valeurs réelles, et donc on sait que la probabilité que X soit réelle, ça fait 1. Cette probabilité, je la décompose en une somme qui est ici. Je prends la somme de toutes les valeurs possibles et imaginables. Donc si je reviens dans mon exemple, qui était en fait un exemple binomial, on sait quoi? On sait que la somme sur toutes les probas, ça fait 1. Et cette somme avec la formule qui est juste ici, cette formule-ci, ça fait quoi? Ça fait une somme vraiment, ça fait une formule vraiment atroce en fait. À la base, cette formule est vraiment atroce. Ça fait somme de CK5, 1 quart à la puissance K, 3 quarts à la puissance 5 moins K. Donc on sait que cette somme-là, des choses, pardon, Alexis, tu as raison. Je dois faire attention à mon écriture. Des choses non triviales. Donc ce qu'on apprend, c'est que cette somme-là vaut 1. Cette somme ici, elle vaut 1. Alors, moi, je sais pas pour vous, mais moi je trouve pas ça du tout évident qu'un truc pareil comme ça fait 1. Peut-être un petit retour au secondaire pour certains d'entre vous. Je crois que beaucoup d'entre vous ont vu une formule qui permet de démontrer ce truc-là, automatiquement. Quelqu'un peut me dire le nom de la formule qui sert à faire qui servirait ici? Personne ne voit? Dominique, si j'ai bien vu, tu as levé la main. Donc soit tu écris, soit tu prends la parole, comme tu veux. Ah, la question c'est, donc ici on a démontré cette formule-ci ici en utilisant le fait que la proba totale fait 1. Et puis on utilise le fait que chacune de ces probas vaut ça. Donc cette somme-ci fait 1 simplement parce que j'utilise ce résultat-là. Donc j'ai utilisé aucune maths avancée. Sauf qu'à l'école, certains d'entre vous ont vu une formule qui permettrait de voir ce même résultat-ci de manière un peu plus simple, enfin de manière plus calculatoire. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de cette formule. Quand je vous dirai le nom, beaucoup d'entre vous vont faire « Ah oui ». Donc Dominique, si tu veux lever la... Non, pas Bernoulli. Newton, oui. Emma, tu as raison, c'est le... Plus précisément... Non? Oui, c'est ça, le binôme de Newton, exactement. Donc ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vu, ne vous en inquiétez pas. Même si c'est une formule très intéressante et très utile. C'est le binôme de Newton qui dit quoi? Qui dit que x plus y à la puissance n, c'est toujours égal à la somme pour k qui va de 0 à n des c k n x à la puissance k, pas 1 moins x, non. Y à la puissance n moins k. Cette formule, certains d'entre vous l'ont vue à l'école, d'autres ne l'ont pas vue. Il y a moyen d'en parler des heures. Je vous conseille, si ça vous intéresse un tout petit peu, d'aller voir Wikipédia là-dessus. C'est une très très belle formule. Et évidemment, ce truc que je vais appeler star ici, il se déduit de cette formule-là. Parce que qu'est-ce que j'ai quand je remplace? Je prends x qui vaut 1 quart. C'est ici, 1 quart à la puissance k. Je prends y qui vaut 3 quarts. C'est ce que je vais prendre ici, 3 quarts. Et je prends n qui vaut 5. Et je prends n qui vaut 5. Et ça fait quoi? Ça fait que ma somme là, que j'ai pas envie de réécrire, elle me donne 1 quart plus 3 quarts à la puissance 5, ce qui fait bien 1 à la puissance 5, ce qui fait bien 1. Donc on peut déduire le résultat que j'ai appelé étoile là, à partir du binôme de Newton, sauf que c'est de la triche parce qu'on n'a pas prouvé le binôme de Newton. Dominique et Alexis, le triangle de Pascal peut aussi aider. Oui, tout à fait. C'est en fait les coefficients binomiaux, ce sont les trucs qui apparaissent dans le triangle de Pascal. Il y a plein de choses à raconter. Malheureusement, j'ai pas le temps. Donc j'en parlerai pas beaucoup plus ici. Mais donc, en utilisant les probas, on peut reprouver certaines choses qui nécessitent des résultats qui sont en fait assez compliqués à prouver. Ok?
Petit exercice que je vous laisse faire. Allez. Non, pas celui-là. Je vais vous demander comme ça. Je veux la somme de 1 à 17 de ck18, 1 tiers puissance k, 2 tiers puissance 18 moins k. Je vous laisse chercher. Si vous n'y arrivez pas, vous m'appelez à l'aide et je vous aiderai avec plaisir, mais je vous laisse chercher. Sachez que évidemment c'est en rapport avec ce qu'on vient de voir. Et donc ça, je vais libeller ça question d'examen. Ce serait une chouette question d'examen. Ok? Je vous laisse chercher, hein. Je ne vous le donne pas. Ok. Je reviens dans mon syllabus. Pour décrire une variable aléatoire discrète, il suffit quoi? Il suffit d'énumérer sa loi de probabilité. Il suffit de donner la liste des xi, la liste des probabilités correspondantes, et on sait tout. Le D équilibré est entièrement décrit par la suite de 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième et 1 sixième sur l'ensemble 1, 6. Les nombres 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, ce sont trois nombres qui somment à 1. Ils correspondent à une expérience. C'est une expérience uniforme. On a autant de chances de faire le résultat 1 que le résultat 2 que le résultat 3. Les nombres 1 demi, 1 quart correspondent aussi à une autre loi de probabilité sur un ensemble à 3 éléments. On a, si vous y réfléchissez un peu ici, 3 exemples de lois de probabilité différentes sur un même ensemble à 3 éléments. En principe, n'importe quelle suite de nombres positifs dont la somme vaut 1 définit une loi de probabilité discrète. N'importe quelle suite de nombres positifs dont la somme vaut 1 vous définira une loi de probabilité discrète. Il y a certaines suites qui apparaissent un peu partout, entre grands guillemets, dans la vraie vie. En tout cas, dès qu'on fait de la modélisation, il y a certaines suites qui apparaissent partout, et on leur a attribué un nom. La loi uniforme, celle-là c'est simplement celle qui attribue la même probabilité à toutes les issues possibles. Puis il y a d'autres lois, Bernoulli, binomial, Poisson, géométrique, hypergéométrique. On va étudier ces 4-là dans la suite de ce cours. Ok? Alors ça c'est les variables aléatoires discrètes. Il y a aussi les variables aléatoires qui ne sont pas discrètes, et parmi celles-là, il y a les variables aléatoires continues. Mais les variables aléatoires continues, c'est pas si simple que ça à définir, et donc vous devez retenir la définition qui est ici. Donc ça fait partie de ces définitions que vous devez connaître pour l'examen. Une variable aléatoire continue, c'est quoi? C'est une variable aléatoire qui prend ses images dans R, et pour lesquelles les probas se calculent non plus en sommant, mais en intégrant. Donc c'est quoi? C'est une variable aléatoire x pour laquelle il existe une fonction f que je peux dessiner un peu comme ça, disons. Et j'ai complètement raté. C'est pas grave. Voilà. X, Y. Ça, c'est ma fonction f de x. Cette fonction, elle est appelée la densité de probabilité. Densité de probabilité de x. Et une variable aléatoire est continue s'il existe une fonction f telle que quoi? Telle que la probabilité que x soit entre deux valeurs données, donc par exemple entre a et b ici. Si cette probabilité-là est donnée par l'aire sous la courbe, sous la courbe f entre les points A et B. Donc une variable aléatoire est continue s'il existe une fonction pour laquelle la probabilité que x appartienne à l'intervalle AB, c'est donné par l'intégrale de A à B de cette fonction f de x dx. Et cette intégrale-là, c'est en fait égal à l'aire orientée, de toute façon il s'agit d'une fonction positive, donc l'aire sous le graphe de f entre A et B.
je vais écrire plus proprement, sous le graphe de f entre A et B. Donc ceci, vous devez le retenir. Une variable est continue si les probas associés se calculent avec des intégrales et plus avec des sommes. Alors vous pouvez me dire, ah j'aime pas les intégrales, c'est compliqué. Non, non, je vous assure, c'est beaucoup plus simple les intégrales que les sommes. Les intégrales, ça se calcule très facilement avec des logiciels mathématiques, style Wolfram Alpha. Donc sachez qu'en fait c'est beaucoup plus agréable de calculer avec des intégrales qu'avec des sommes, parce que ça se fait beaucoup plus simplement avec des logiciels. Alors évidemment, on avait déduit ici le résultat qui est ici en orange, c'est que la somme totale pour une loi discrète, ça faisait 1. Si au lieu de sommer, on intègre, on déduit facilement que, vu que la probabilité que x soit réelle, ça doit faire 1. Et la probabilité que x soit réelle, c'est quoi? C'est la probabilité que x appartienne à moins l'infini plus l'infini. Et la probabilité que x appartient à moins l'infini plus l'infini. J'applique ma formule qui est ici. C'est quoi? C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de ma fonction f de x dx. Et donc du coup, une fonction de densité est nécessaire. Il y a des super questions, mais j'y arrive tout de suite. Je termine ici ce que je racontais. Du coup, une fonction de densité, c'est nécessairement une fonction dont l'intégrale totale vaut 1. Alors, Marco, tu dis égal à l'air sous la courbe, ça veut juste dire... Je ne comprends pas ce que tu dis. Égal à l'air sous la courbe, ça vaut juste si la... Ah oui, j'ai compris. Tu dis égal à l'air sous la courbe, ça vaut juste si la fonction de A à B est positive, non. Cyrine, qui est juste en dessous, tu complètes en disant une probabilité est toujours positive, donc la courbe aussi. Oui, Cyrine, tu as raison. C'est la deuxième chose... Je ne l'ai pas écrit? Ah, quelle andouille, j'ai oublié de l'écrire. Deuxième conséquence que je vais rajouter... Ah si, c'est marqué. C'est marqué, mais en plus petit. C'est marqué ici. Deuxième conséquence... c'est que non seulement l'intégrale totale vaut 1, mais en plus, f de x est toujours positive, elle ne peut pas être négative. Parce que si jamais elle pouvait être négative, imaginez une seconde que la fonction puisse être négative, qu'elle puisse faire ceci, comme ça, alors j'aurais une probabilité qui serait, j'aurais une probabilité négative. Et on sait bien qu'une probabilité négative, c'est pas possible. Donc, la fonction est nécessairement positive. Je vais peut-être retirer ceci, c'est pas nécessaire. Par contre, petite remarque, il n'est pas nécessaire de supposer que f de x est toujours plus petit ou égal à 1. Ça peut paraître un peu bizarre, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir que f de x est plus petit ou égal à 1. Dans le cas discret, c'était vrai, mais dans le cas continu, ce n'est pas vrai. Il existe des fonctions, il en existe plein d'ailleurs, f de x, qui sont positives et qui sont pas, qui ont une asymptote verticale, donc qui ne sont même pas bornées, mais dont l'intégrale totale, vaut 1. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse chercher, mais c'est pas un vrai exercice, parce que c'est plus un exercice pour des matheux. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les maths ou qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec tout ceci, retenez simplement qu'une fonction de densité est nécessairement positive, mais qu'elle n'est pas nécessairement plus petite que 1. Et si jamais vous êtes du genre à aimer ce genre de choses, il n'est pas inintéressant. Donc je vais mettre un exercice pour motiver, donc ce n'est pas un exercice d'examen. C'est de trouver des fonctions qui sont positives, qui ne sont pas bornées, mais dont l'intégrale totale vaut 1. Il y en a tout plein. Je peux vous en trouver une là maintenant si ça vous intéresse. Enfin, je ne ferai pas, mais voilà, je vous laisse chercher si vous aimez ce genre de choses. Et si vous avez trouvé, vous m'envoyez un petit mail et vous me montrez ce que vous trouvez. Et je serai ravi de vous dire que c'est faux ou que c'est juste. Alors, Mohamed, tu dis un truc très intelligent. Donc, la probabilité que x soit égal à un nombre réel, c'est 0. Oui. Ça, c'est très perturbant pour beaucoup de monde. Si x est continu, pardon, si, j'ai oublié le mot si. Si x est continu, ça, je ne l'ai pas écrit, tiens.
si x est continu, donc si x est continu, la probabilité que x soit égal à une valeur quelconque, a, ça c'est quoi? Ben ça c'est la probabilité que x soit entre a et a. Et je vais mettre avec des plus petits ou égales, sinon ça va peut-être vous perturber. Et ça, par définition, c'est l'intégrale de a à a de f de x dx. C'est l'air sous la courbe au point A. Ça vaut 0. Est-ce que c'est pas embêtant que ça fasse 0? Bah, si vous y réfléchissez, non, pas vraiment. Si x est continu, ça veut dire qu'elle prend ses valeurs dans un intervalle, elle a un nombre infini, indénombrable de valeurs potentielles. Donc il n'y a aucune chance que ça tombe sur une valeur spécifique. Ça tombera dans des régions, mais vous ne pouvez pas. C'est un peu comme le loto. Chaque année, des gens gagnent au loto, mais vous spécifiquement, vous n'avez aucune chance de gagner. Et en particulier numéro 2, grâce à ceci, les variables aléatoires continues sont telles que, et donc ça c'est très important, c'est dommage que j'ai oublié de le mettre dans les slides. Donc merci beaucoup Mohamed pour ta remarque. Donc, premièrement, on a ceci. Et deuxièmement, on a que... Oups, pardon. Deuxièmement, on a que la probabilité que A soit plus petit ou égal à X soit plus petit ou égal à B. Donc X appartient à un intervalle AB avec A et B inclus. Bah, c'est la même chose que la probabilité que A soit strictement plus petit que X soit plus petit ou égal à B. C'est la même chose que la probabilité que A soit plus petit ou égal à X soit strictement plus petit que B. Et c'est la même chose que la probabilité que A soit strictement plus petit que X soit strictement plus petit que B. C'est-à-dire que les bords ne comptent pas. Pour les mêmes raisons, la probabilité que X soit plus petit ou égal à X, on sait bien que c'est 1 moins la probabilité que X soit strictement plus grand que X. Voilà, c'est la même chose dans ce cas-ci, que 1 moins la probabilité que X soit plus grand ou égal à X. Ça va? Lina, est-ce qu'il y a un lien entre les variables aléatoires continues et la loi normale? Oui, la loi normale est un exemple de loi continue. Donc l'exemple le plus célèbre, c'est celui où on dit que x prend des valeurs entre moins l'infini et plus l'infini, suivant une loi dont la fonction de densité ressemble à une courbe en cloche, que je vais tenter de dessiner. Donc ça ressemble vaguement, très très vaguement à... Oh, je suis mauvais. Voilà, un truc comme ça. Qui s'appelle la courbe de Gauss. La courbe de Gauss est un exemple de loi continue. Mais il y en a plein d'autres qu'on va avoir, enfin on ne va pas en voir plein, mais on en verra quelques-unes ensemble qui sont d'autres lois continues. Lily, je ne comprends pas trop pourquoi les bords ne comptent pas. Ben, regarde, si je regarde la probabilité que, on va faire cet exemple-ci, que la probabilité que x soit entre ces deux valeurs-là, donc entre a et b. Donc la probabilité c'est quoi? C'est l'air, c'est l'air sur la courbe, donc c'est l'air qui est ici dessous. Ok, comme ça. C'est cet air-là. Ok, mais quelle est la probabilité que ce soit égal à A? 0. Quelle est la probabilité que ce soit égal à B? 0. Il n'y a aucune chance que ce soit égal à A ou à B. Donc la probabilité que X soit entre A et B avec A et B inclus, bah, c'est la même chose que la probabilité que X soit entre A et B avec A et B ou A. On veut juste en exclure un. C'est la probabilité que X soit entre A et B avec A qui est exclu. Pourquoi? Parce que la différence entre celui-ci et celui-ci, c'est juste un point, c'est le point A. Et le point A, la probabilité que ce soit égal à A, la probabilité que X soit égal à A, bah, c'est simplement l'intégrale de A à A de ma fonction. Et cette intégrale fait 0. Est-ce que c'est un peu plus clair?
Ok. Alors, quelques exemples célèbres de fonctions de densité continue. On vient de parler de la courbe de Gauss ici. En fait, c'est cette fonction-ci. Alors, c'est un sujet absolument fascinant et passionnant. Il y a moyen d'en parler pendant même pas pendant des heures, pendant des semaines. Rien que des propriétés de cette loi-là, de la façon dont ça a été découvert, du lien entre ça et les statistiques. À nouveau, pour ceux que ça intéresse, je vous conseille d'aller voir Wikipédia. Donc, c'est une courbe qui s'appelle la courbe de Gauss. Elle a été inventée par un mathématicien allemand absolument génial. Mais il n'est pas le seul à l'avoir. Non, je recommence. Elle est nommée en honneur d'un mathématicien absolument génial qui en a étudié les propriétés, mais il n'est pas le seul à avoir découvert cette loi-là. Cette forme de structure ici est apparue de manière totalement naturelle dans le cadre d'un théorème que vous verrez au second quadri pendant votre cours de biostat, qui s'appelle le théorème central limite. Donc c'est une loi extrêmement importante, et c'est ce qu'on appelle la loi des erreurs. Ça s'appelle aussi la loi normale, parce que pendant tout un temps, c'est-à-dire les humains, pensaient que c'était la seule loi de probabilité continue qui existait dans le monde réel. Exactement, Théodore, merci. Donc c'est une fonction absolument passionnante, il y a plein de choses à en raconter, mais ça, on va pas faire ça ensemble ici. Mais c'est la loi qui sert à modéliser des mesures. Donc on essaie de mesurer un temps, par exemple. Donc ici, la durée de trajet d'un livreur. Ça peut se modéliser comment? En moyenne, le livreur il va arriver toujours à peu près au même moment, donc à un instant donné. Mais il peut arriver parfois un peu plus vite, parfois un peu plus lentement. Mais quoi qu'il arrive, il y a très peu de chances qu'il soit hyper 1000 fois plus rapide, et il y a très peu de chances qu'il soit 1000 fois plus lent. Donc pour modéliser sa durée de trajet, qu'est-ce qu'on fait? On prend une variable aléatoire dont la courbe de distribution ressemblera vaguement à une cloche autour d'une certaine moyenne. Ça, c'est la loi de Gauss. Alexis, ce ne serait pas en rapport avec les nombres imaginaires? Non, ça n'a rien à voir avec les nombres imaginaires. On ne s'approche pas des nombres imaginaires ici. C'est un tout à fait autre sujet, vraiment. Donc, non, c'est bien 0. C'est pas i, hein, c'est bien 0. Il n'y a aucune chance de tirer x égale une valeur donnée. Tu peux t'imaginer, par exemple, un autre exemple, c'est si je lance mon bic, quelle est la probabilité qu'il fasse 3 tours et qu'il atterrisse spécifiquement à un endroit? 0. Mais il va quand même le faire. Non, oubliez ça, c'est trop compliqué, je raconte. Ça, c'est le plan de Gauss. Non, les imaginaires. Je comprends pas ce que tu dis, Emma. Mais n'oubliez les imaginaires, Alexis, tu fais dérailler tout le monde. Oubliez les imaginaires. Non, il n'y en a pas ici. D'accord? Mais oui, Gauss, oui, d'accord, je vois. Non, ok, je comprends. Non, Gauss, il apparaît partout, donc vous avez certainement, vous avez certainement déjà entendu parler de Gauss dans d'autres cadres que dans le cadre de la loi gaussienne. Mais oui, Gauss, il a travaillé sur les imaginaires, il a fait plein de choses. Mais dans le cadre de la loi gaussienne, non, ça n'a rien à voir avec les imaginaires. Mohamed. Attendez, pas tous en même temps. Donc, Mohamed, tu crois que tu fais une grosse confusion? Est-ce qu'on peut dire que... Non, Mohamed, tu poses une... C'est toi, c'était déjà toi avant, non? Ou c'est pas le même? Si, c'est le même. Tu es en feu aujourd'hui. C'est très bien ce que tu me demandes. Donc on avait... Après, est-ce que je vais parler de ça? Oui, allez. On va faire un petit aparté, grâce à Mohamed. Parenthèse. Et donc là, tous ceux qui ne sont pas amoureux des maths, allez chercher un café. Enfin, non, écoutez quand même, mais c'est pas fondamental pour ce cours-ci. Donc, on avait déjà dit ceci. Pardon, dans l'autre sens. Donc on a déjà dit ceci, je ne sais pas exactement où, mais tu as été faire une capture d'écran. Je recopie simplement ta capture d'écran. On avait déjà dit ceci. Oui, tout à fait. Et ça reste tout à fait vrai. Ça reste tout à fait valide. Et donc ce qu'on remarque, c'est que ceci, en fait, c'est la limite, pour ceux qui se souviennent de ce genre de choses, c'est la limite pour A qui tend vers X
des probabilités que x soit plus petit ou égal à a. Et donc ceci, c'est un peu trop avancé par rapport au cours qu'on est en train de regarder maintenant. Et donc effectivement, dire que... C'est une bonne remarque que tu me donnes là, parce qu'effectivement, dire que la loi est continue, en fait, c'est dire que les probabilités de ceci, simplement la différence entre ça et ça, dire que c'est continu, c'est dire que ces probabilités-ci sont nulles, et donc en fait, c'est dire que la fonction qui envoie x sur p de x plus petit ou égal à x, que certains d'entre vous ont déjà vu dans d'autres cours, donc cette fonction-là, elle porte un nom, s'appelle la fonction de répartition, mais j'ai choisi de ne pas en parler dans ce cours-ci parce qu'on n'a pas le temps, c'est dire que cette fonction est continue. Et donc c'est de là, maintenant ta question est merveilleuse Mohamed, parce que c'est exactement ça, c'est de là que vient le mot continu. Pourquoi est-ce qu'on appelle une loi continue une loi continue? Parce que les lois continues ont la propriété que leur fonction de répartition est une fonction continue, pour ceux qui ont vu la notion de fonction continue. Donc merci pour cette question, mais ne vous en inquiétez pas trop, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un peu en dehors du cadre de ce cours-ci. Ça va, je réponds à ta question, Mohamed? Et Soufiane, est-ce qu'on peut dire que P de x égale A égale limite? Ça, je ne comprends pas. C'est la même courbe qu'on avait vue avec l'âge en jours. En fait, Soufiane, ce que tu dis, c'est la même chose que Mohamed, quoi. Donc, je crois qu'on est d'accord. Cyrine, c'est la même courbe qu'on avait vue avec l'âge en jours d'un étudiant en B1. Oui, tout à fait, c'est la même courbe qu'on avait vue avec l'âge en jours d'un étudiant de B1. Et Alexis, il va atterrir entre deux points, mais pas sur ces points. En quelque sorte, oui. C'est-à-dire qu'une variable valeur continue a tellement de choix pour les valeurs différentes qu'il n'y a aucune valeur spécifique qu'elle va prendre, mais elle prendra bien des valeurs entre deux points. Ok? Donc un autre exemple de loi, ce serait celle-ci. Et donc cette fonction-là, ça se dessine aussi assez facilement. C'est la fonction, donc ça c'est une notation que moi j'utilise pas mal. Ça c'est une notation pour une fonction indicatrice. Donc i a de x, c'est un i, hein. Ça vaut 1 si x est dans A, et ça vaut 0 si x n'est pas dans A. Bon les gars, je vais avancer quand même parce qu'il est déjà 14h, sinon on n'arrivera jamais au bout. Et donc cette fonction-ci, f de x, si je la dessine, ça fait quoi? Tant que x est... Pardon, il y a une petite faute de frappe, ça va être un petit x ici. Tant que x est négatif, j'ai 0. Et puis une fois que x est positif, j'ai 2 fois exponentielle de moins 2x. Et ça ressemble à quoi? Quand x vaut 0, ça vaut 2. Et quand x devient grand, ça file vers 0, comme ceci. Donc cette fonction-là, Kian, je ne vais pas lire tout haut, comme ça j'avance, mais je suis d'accord avec toi. Cette fonction-ci que je viens de dessiner, c'est aussi une loi de probabilité. C'est ce qu'on appelle la loi de probabilité exponentielle. Et on y reviendra dans la deuxième partie du cours d'aujourd'hui pour un peu expliquer tout ça. En principe, n'importe quelle fonction positive dont l'intégrale sur son support vaut 1, n'importe quelle fonction positive dont l'intégrale sur son support vaut 1, vous définit une loi de probabilité. Il existe des fonctions qui apparaissent un peu partout, un peu comme dans le cas discret en fait. Dans le cas discret, qu'est-ce qu'on avait raconté? On avait raconté que n'importe quelle suite de nombres positifs dont la somme vaut 1 définit une loi de probabilité discrète. Dans le continu, n'importe quelle fonction positive dont l'intégrale sur son support vaut 1 définit une loi de probabilité. Et il existe des fonctions qui apparaissent un peu partout. L'uniforme, l'exponentielle, la gaussienne, la bêta et d'autres, nous y reviendrons plus tard. Margot, que veut dire sur son support vaut 1? C'est-à-dire l'intégrale sur, oui c'est vrai que c'est pas très clair, dont l'intégrale sur R. Donc je vais enlever ce mot-là, tu as raison. Dont l'intégrale vaut 1. Définit une loi de probabilité. Ça va? Donc de tout ceci, qu'est-ce que vous devez retenir? Vous devez retenir que pour les variables discrètes, calculer des probas, c'est en fait sommer des nombres. Et pour les variables continues, calculer des probas, c'est intégrer des fonctions. Point barre. C'est tout ce qu'il faut retenir. Alors, il est 14h. D'autres questions avant qu'on avance?
Lily, pour une valeur discrète où la suite est infinie, comment la probabilité de... Ben ça, on va y arriver, t'inquiète pas. Donc c'est une excellente question que tu poses, Lily. C'est une question qui a pas mal perturbé les gens pendant qu'on essaie d'établir des probabilités sur des fondements raisonnables. Mais donc effectivement, dans le cas discret, tu peux avoir des suites infinies de nombres positifs dont la somme vaut 1. Et on va en voir quelques exemples. Mais donc effectivement, c'est pas parce que... Donc, en fait, Kian, tu dis, il faut juste se dire qu'un événement avec une probabilité 0 n'est pas impossible, mais comme il existe une infinité d'autres possibilités, il est nul. Tu dis ça, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que si l'infini est discret, tu peux quand même avoir une probabilité positive alors qu'il y a une infinité de valeurs possibles. Donc c'est un tout petit peu plus subtil que ça. Je suis désolé de ne pas passer plus de temps, mais il y a des petites subtilités. Donc l'astuce, c'est que dans l'infini du continu, c'est un infini continu, et donc il y a un infini tellement grand que les probabilités individuelles sont 0. Alors Lina, tu dis, mais si on parle d'une fonction, on déduit automatiquement qu'elle va de plus infini à moins infini. C'est-à-dire que si on a une fonction entre 2 et 5, est-ce qu'on... Ah si, donc Lina, tu me demandes, est-ce qu'une fonction entre 2 et 5 a une intégrale qui peut valoir 1 ? Prenons un exemple. Je te dis, tu choisis un nombre totalement au hasard. Entre 2 et 5. Tout à fait au hasard. Tu choisis n'importe quoi. Quelle est la probabilité que x soit entre 2 et 5 ? Ça va être quoi ? Tu n'as aucune chance qu'il soit plus petit que 2. Attends, je vais dessiner ça correctement, comme ça. Non, je recommence. Je dessine correctement. Donc j'ai ma droite réelle qui est ici. Je dis que ça prend ses valeurs entre 2 et 5 et je choisis tout à fait au hasard entre 2 et 5. Et maintenant, je vais dessiner la fonction de densité associée. La densité associée, c'est quoi ? Il y a strictement aucune chance d'avoir quelque chose qui est plus petit que 2, comme ça. Il n'y a strictement aucune chance d'avoir quelque chose qui est plus grand que 5. Tu es d'accord avec ça, Lina ? Et entre les deux, je choisis totalement au pif, donc ça peut être n'importe où entre 2 et 5, je vais avoir une probabilité uniforme. Ça va se passer à quelle hauteur, ceci ? Ça, ici. Ça va être quoi comme fonction de densité ? Ça vaut 0 si x n'appartient pas à 2, 5. Et ça va être quoi si x appartient entre 2 et 5 ? Ça va être une constante qu'on va appeler a pour l'instant. D'accord jusqu'ici ? Ok. Mais qu'est-ce que je sais sur cette fonction f ? Je sais que l'intégrale totale sur la droite réelle, donc sur moins l'infini plus l'infini, de f de x dx, ça doit valoir 1. Je sais ça. Sauf que avant 2, ça vaut 0, et après 5, ça vaut 0. Donc en fait, j'intègre juste ma constante a de 2 à 5. Tu suis ça ? Oui, mais donc, ici, ça vaut quoi cette intégrale-là ? Ça, c'est une intégrale très facile. C'est, je ne sais pas si tu te souviens de tes intégrales, mais donc l'intégrale de 1 ou d'une constante, c'est simplement x. Enfin, la primitive de 1 ou d'une constante, c'est simplement x. Et donc, j'intègre x entre 2 et 5, ça me fait... je ne sais pas si tu suis ce que je fais là, parce que je ne sais pas si tu es à l'aise avec les intégrales. Mais ça me fait a fois 5 moins 2. Ça te va, ça ? Et donc, ça fait quoi ? Ça fait 3. Ça fait 3a. Du coup, a, ça vaut 1 tiers. Donc là, je peux effacer. Donc, je vais le remplacer. Ça vaut 1 tiers. Et donc, mon truc ici, ça se passe à hauteur 1 tiers. Tu suis ? Nickel. Donc, des fonctions qui s'intègrent à 1 et qui ne sont pas définies sur moins l'infini plus l'infini, il y en a plein. Plein. Ok. Donc, si je résume sauvage, résumé sauvage. Donc, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais ce que je vous fais là, c'est très cruel. Je vous donne un cours. C'est juste la hauteur à laquelle ça se passe. Ça te dit juste la hauteur de ta fonction. Ta fonction, les gens qui regardent la vidéo. Donc, Lina revient avec une question. Elle dit, je ne comprends pas bien ce que représente le a en tant que coordonnée. Tu as une fonction qui est constante. Elle vaudra quelque chose que j'ai appelé a.
Puis après, on se rend compte qu'il faut que A soit égal à 3. En fait, c'est une autre façon de dire ceci, c'est de dire que l'air ici dessous, l'air ici doit valoir 1. Donc sans faire d'intégrale, on peut se dire, l'air c'est quoi? C'est la base fois la hauteur. Donc c'est 5 moins 2 la base, fois la hauteur, ça doit être 1 tiers. Ok? Donc si je résume mon sauvage, j'ai mon oméga. Votre oméga, c'est sur lui que vous allez mettre votre expérience, vos mesures de durée de séjour de patients dans les hôpitaux, vos nombres de malades, vos morts, vos confinements, tout ça. Et à ce oméga, vous associez une mesure de probabilité P, qui est construite d'une certaine façon, donc des jeux de cartes, des lois normales, ce genre de choses. De oméga, vous extrayez des nombres réels qu'on appelle x. X, c'est une variable aléatoire. Donc c'est la variable de votre problème, mais elle est aléatoire. Décrire x, c'est pas décrire les comportements de x, c'est décrire la loi de x. Et c'est quoi la loi de x? La loi de x, c'est simplement une recette qui vous dit comment calculer les probabilités des événements associés à x. Donc c'est une recette qui vous dit comment vous allez réussir à calculer toutes ces quantités-ci. Parce que c'est ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de savoir quelle est la probabilité que les hôpitaux se débordent, quelle est la probabilité que machin, quelle est la probabilité que le monde s'arrête d'ici 15 ans, etc. etc. C'est de cette description-ci dont vous avez besoin. Et ça s'appelle la loi de x. Et ce qu'on vient de voir, c'est qu'il y a deux cas primordiaux. C'est le cas discret. Et discret, ça revient à dire que x, il appartient à un certain ensemble, éventuellement infini. Et sa loi est alors donnée par la suite de nombres PJ, c'est la probabilité que x soit égal à xj pour j qui appartient à 1 jusqu'à n. Et si x est continu, mais ça veut dire que x il appartient à un intervalle réel. Et il existe une fonction f telle que la loi de x est donnée par la probabilité que x soit entre a et b. C'est simplement l'intégrale de a à b de f de x dx. Voilà, donc ça, c'est le résumé sauvage de tout ce qu'on a fait pendant 1h30. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? En pratique, on va avoir besoin de petites subtilités en plus. C'est que, en fait, étant donné que x est aléatoire, souvent, on va résumer son comportement avec des indicateurs numériques qui sont faciles à interpréter, que sont la moyenne et la variance. Donc x est aléatoire. X il peut prendre un nombre de valeurs, grand ou petit, ça on ne sait pas, mais on ne sait pas quelles sont les valeurs qu'il va prendre. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la valeur moyenne. Donc par exemple, si x était le résultat d'un examen, on s'intéressera à quelle est la moyenne des cotes de cet examen. Si on a l'information de la moyenne, on a une information. Pour les examens d'entrée de médecine, on a le nombre moyen d'élèves qui ont réussi chaque année depuis le début de l'examen d'entrée de médecine. C'est une information qui est donnée. On va aussi s'intéresser à la variance. Tiens, est-ce qu'il y a des années où il y a eu beaucoup plus ou des années où il y a eu beaucoup moins? Ou est-ce que chaque année c'est plus ou moins pareil? Cette variance nous indique la variabilité intrinsèque. Donc la moyenne de notre variable aléatoire, ça nous indique en fait en quelque sorte une position. Ça nous dit en moyenne ça vaut quoi? Et la variance, ça nous indique une dispersion. Alors, avant de donner la définition de ces quantités mathématiques, et cette définition, je vous assure qu'elle est quand même un peu sauvage, on va faire un petit rappel de choses que vous avez vues en principe au secondaire, qui sont les notions de moyenne et de variance empirique. Alors la moyenne empirique, je suis sûr que vous avez déjà vu. La moyenne empirique d'un échantillon, si vous avez n valeurs, la valeur moyenne, c'est simplement la somme divisée par le nombre de valeurs. Ça, chacun d'entre vous a vu. Alors, c'est peut-être moins évident si on parle en termes de modalité, mais si jamais votre échantillon, il n'y a que j valeurs différentes, mais que chaque valeur a une fréquence f1 jusqu'à fj, par exemple, je vais peut-être faire un petit exemple. Si votre échantillon c'est 1,
Si votre échantillon, c'est 1, 1, 1, 3, 3, 3, 5, allez, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 6, bah, la moyenne, ce sera évidemment 1, plus 1, plus 1, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 5, plus 5, plus 6. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, il y a 10 tout pile, c'est bien joué ça. La moyenne, ce sera x bar qui s'écrit comme ceci. Et ce sera aussi égal à 1 fois 3 sur 10, plus 3 fois 4 sur 10, plus 5 fois 2 sur 10, plus 6 fois 1 sur 10. Et ça, c'est quoi? Ben ça, c'est j'ai sommé les différentes modalités. Donc les modalités sont les valeurs différentes que ça prend. Ben c'est 1, oups, c'est faux gros ça. Ça prend les valeurs 1, 3, 5 ou 6. Ça, ce sont mes modalités. Y1 jusqu'à Y4. Et ça prend ces modalités avec des fréquences. Ben, ça prend la valeur 1 avec fréquence 3 sur 10. Ça prend la valeur 3 avec fréquence 4 sur 10. Et ainsi de suite. Tout le monde est à l'aise avec le passage ici? Donc avec le passage de ça et ça qui sont en fait la même chose. Parfait. Alors, associer un échantillon, aussi quelque chose d'un peu plus bizarre. Je ne sais pas si... Est-ce que tout le monde a déjà entendu parler de la variance empirique? Je devrais faire un sondage. Il y a quand même pas mal de gens qui n'en ont pas entendu parler. Alors là, si on a un échantillon, la moyenne, ça va. Hein. La moyenne, tout le monde est à l'aise? Je crois, hein, la moyenne, tout le monde est à l'aise. Alors ce qui va être intéressant, c'est de regarder... donc je retourne ici, page 66. Je crois que c'est dommage que j'ai pas plus de temps avec vous. Parce que si j'avais plus de temps, je pourrais faire des choses plus... Je pourrais parler de ça aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur la moyenne empirique et la variance empirique. Non, rien que là-dessus, il y a moyen de faire un cours entier de 2 heures. Et donc, la variance empirique, c'est une mesure de dispersion. Alors, je vais peut-être faire un petit exemple. Si je prends moins 1, 0, 1, ça c'est un échantillon de moyenne 3. N'importe quoi. C'est un échantillon de taille 3, mais de moyenne 0. Si je prends l'échantillon moins 1000, 0, 1000, ben c'est aussi un échantillon de moyenne 0. Et si je prends l'échantillon moins 1 million, 0, 1 million, ben c'est aussi de moyenne 0. Tout le monde est à l'aise avec ça? Iman, tu demandes la variance et pas l'écart type. C'est en rapport. Il y a un rapport entre la variance et l'écart type. Mais c'est pas exactement la même chose. Donc tout le monde voit que ces 3 échantillons-ci ont la même moyenne. Marco, oui, tu as raison, c'est bien ça. Donc ces 3 échantillons-ci ont la même moyenne, pourtant ils ne sont pas pareils. Celui-ci et celui-ci sont très différents. La différence entre les 3, la différence entre ces 3-ci, bah Dominique, tu fais le calcul, hein. Moins 1 plus 0 plus 1 divisé par 3, ça fait 0. D'accord? Donc la différence entre ces 3 échantillons-ci, c'est quoi? C'est la dispersion. Celui-ci, il est beaucoup moins dispersé que celui-ci, qui est extrêmement dispersé. Comment est-ce qu'on mesure la dispersion? On va regarder à quel point les données sont loin de la moyenne. Et comment est-ce qu'on mesure à quel point les données sont loin de la moyenne? Tu fais quoi? Tu regardes, je regarde la valeur numéro 1 et je regarde à quel point elle est loin de la moyenne. Puis je regarde la valeur numéro 2 et je regarde à quel point elle est loin de la moyenne. Et ainsi de suite. Jusqu'à la dernière valeur et je regarde à quel point elle est loin de la moyenne. Sauf que si je prends ça, si je prends ceci comme ça,
bah, les valeurs qui seront fortement à droite de la moyenne vont se compenser avec des valeurs qui sont à gauche de la moyenne. Donc je vais prendre une fonction paire qui va faire en sorte que toutes les valeurs, tant à gauche qu'à droite de la moyenne, vont compter. Et donc je vais regarder par exemple des fonctions, les valeurs au carré qui sont ici. Et pour mesurer à quel point les données sont dispersées de la moyenne, on va regarder la valeur moyenne. Donc c'est quoi la valeur moyenne de ces dispersions? Ben, on prend les xj dont on a retiré la moyenne, élevé au carré pour que toutes les valeurs comptent, et on en prend la moyenne. Donc on prend la somme de toutes les valeurs. Ça vous va, ça, cette explication-là? Donc cette quantité-ci, elle fait quoi? Ben, elle mesure la dispersion moyenne à la moyenne. Donc ceci mesure la dispersion moyenne à la moyenne. Tout le monde a suivi ça? Et la médiane, on ne va pas parler de la médiane ici, Daria, parce que j'ai pas le temps. Vous parlerez de la médiane au cours de biostat. Les autres, vous voyez d'où vient cette... vous voyez d'où vient cette quantité-ci? Et donc cette quantité-là, ben, en fait, elle mesure des choses importantes. On s'est rendu compte que... Ah, vous avez fait ça pour l'examen d'entrée? Ben, bravo les gars. Donc on s'est rendu compte que ça... Bah oui, en plus je le sais, je vous ai posé des questions là-dessus. On s'est rendu compte que c'est important, donc on a appelé ça la variance, et ça se note petit s carré. Et ça s'appelle la variance. Alors la variance, bah, c'est soit calculée comme étant la somme qui est ici, ou alors si on a des modalités rangées en modalités avec fréquence, bah, ça se calcule aussi en regardant la somme rangée sous forme de fréquence relative avec des valeurs rangées en modalité. Ok? Alors quel est le lien avec l'écart type dont certains ont parlé? Bah, l'ennui c'est que cette quantité-ci, de la variance là, ici, elle se mesure en les données au carré, et donc la variance n'a pas les mêmes unités que les données. Et donc pour pouvoir disperser... Oui, j'ai écrit dispersion moyenne à la moyenne. Ah, j'ai perdu des lettres. À la moyenne. Donc la variance n'ayant pas les mêmes unités que les données, on utilise souvent, ou même généralement, la quantité qui s'appelle S, qui est la racine carrée de la variance, qui est donc la racine carrée de 1 sur n, somme pour j qui va de 1 à n de xj moins x bar au carré. Et ce machin-ci s'appelle l'écart type. Donc ça, c'est la variance. La variance est la moyenne empirique qui se calcule sur base d'un échantillon. Bah, il se passe la même chose pour des variables. Chimène, tu dis la dernière phrase à propos de la variance, tu n'as pas compris. Bah, simplement, imagine que ce sont des euros, que les xi sont des euros. X1 c'est 5 euros, x2 c'est 25 euros. Bah, si je prends le carré ici, bah, j'ai des euros au carré. Donc ma variance se mesurerait en euros au carré. Et les euros au carré, ça n'a aucun sens. Donc pour revenir en arrière à des euros, je reprends la racine carrée. Ok? Si on veut faire la même chose avec... Donc ça, c'est ce que je viens de raconter ici, c'est sur base d'un échantillon observé. J'ai observé ces données et puis j'ai calculé. Je peux faire exactement la même chose dans le cadre de variables aléatoires. Donc si j'ai une variable aléatoire, je peux calculer une moyenne. Je peux associer une moyenne à cette variable aléatoire. Et je pourrais associer une variance. Elle est où ma variance? Elle est ici. Donc je vais pouvoir associer une variance
et une moyenne à ma variable aléatoire. Dans le cadre des variables aléatoires, on appelle cette moyenne pas la moyenne, mais on appelle l'espérance mathématique. Mais souvent, moi, j'utilise de manière interchangeable le mot espérance et le mot moyenne. Pour moi, les deux concepts sont vraiment interchangeables. Alors Dominique, tu demandes s'il y a une différence entre variance et variance empirique. Ben, c'est ce que je raconte maintenant. C'est que l'espérance et la variance la moyenne et la variance empirique, ça se calcule sur base d'un échantillon observé. Maintenant, je vais vous parler d'espérance et de variance mathématique. Et l'espérance et la variance mathématique, bah, ça se calcule sur base d'une variable aléatoire et non pas d'un échantillon. Emma, tu me demandes si j'accepte le V pour la variance. Oui, tu mets la notation que tu veux, ça n'a aucune importance. Alors, je vais aller vite là-dessus parce que ce ne sont que des définitions. L'espérance d'une variable aléatoire discrète, bah, si votre variable aléatoire prend les valeurs x1 jusqu'à xn avec probabilité p1 jusqu'à pn, ça c'est une variable aléatoire discrète. Si jamais la somme des valeurs absolues est finie, alors l'espérance de x existe. Et c'est quoi? Bah, c'est simplement, on reprend ce qu'on avait raconté ici et on l'applique à une variable aléatoire générale. Donc on remplace les modalités par les valeurs et on remplace les fréquences par les probas. Et donc ça donne ceci. Il n'y a rien à comprendre, il faut juste accepter. L'espérance mathématique d'une variable aléatoire, bah, pour autant que la somme soit finie, ne vous inquiétez pas, ce sera toujours le cas chez vous, les sommes seront toujours finies, donc tout ira toujours bien. Mais il faut évidemment qu'il y ait une condition d'existence. Si jamais cette condition-ci est satisfaite, c'est-à-dire que la somme est finie, alors on parle d'espérance de x, et cette espérance est donnée par cette somme qui est ici. Je vais faire un premier exemple. Si x est de loi uniforme sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 avec la même proba. Alors la moyenne de x, l'espérance mathématique de x, c'est la somme des valeurs, donc ici c'est juste i, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, fois les probas. Les probas c'est juste 1 sixième. Donc cette moyenne-ci c'est quoi? C'est la somme pour i qui va de 1 à 6 des i fois 1 sixième. Là, cette somme-là, elle se calcule facilement. C'est 1 sixième fois 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Lina, je crois que c'était toi déjà qui posais la question avant, donc t'inquiète pas, on va y arriver. Mais c'est une excellente question. Comment est-ce que c'est possible d'avoir une somme finie alors qu'il y a un nombre infini d'éléments? C'est tout à fait possible, mais c'est pas si simple que ça. Donc, pour l'instant, concentre-toi sur ce que je raconte ici. Ceci, c'est égal à ça, et ça fait 3,5. Est-ce que tout le monde voit le calcul que j'ai fait ici? Parfait. Alors après, vous allez me dire, mais en fait, monsieur, c'est débile, on n'avait pas besoin de toutes ces formules bizarres pour savoir que si on choisit un nombre totalement au hasard entre 1 et 6, en moyenne, on a 3,5. Je suis d'accord avec vous. Ce 3,5, il est hyper intuitif. Il n'y a pas besoin de faire des maths avancées pour savoir que si vous tapez tout à fait au hasard entre 1 et 6, vous aurez 3,5. Par contre, reprenons mon exemple de mon étudiant qui répond au hasard à un QCM avec 20 questions maintenant. Il y a une réponse correcte et 4 distracteurs. Alors x, il prend les valeurs de 0 jusqu'à 20. On a déjà passé un peu de temps là-dessus, donc la probabilité associée, c'est ce que j'avais raconté ici. Hein. C'est où? C'est ici? Non, c'est ici. Je l'ai perdu. Bon, enfin, il est ici. C'est ce machin-ci. Sauf que je remplace 5 par 20, je remplace 4 par 5 et 3 par 4. Et donc j'ai mes probabilités ici. Ça c'est mes probas. Et l'espérance, de nouveau, ne réfléchissez pas trop. L'espérance c'est la somme sur toutes les valeurs possibles. Donc on va de 0 jusqu'à 20. Des valeurs, ici les valeurs c'est 0 jusqu'à 20. Fois les probas. Et ce truc-là, si vous le calculez, vous allez tomber sur 4. Alors c'est pas si simple à calculer, ça prend un peu de temps. Mais ça se calcule, moi je l'ai fait avec un ordinateur. Et ça fait, ça fait 20 fois 1 cinquième, ça fait 4. De nouveau, c'est assez logique. Si vous avez 20 questions et vous avez une chance sur 5 de répondre correctement à chaque fois, en moyenne, vous allez avoir 4 réponses correctes. Okay, donc ça, c'est pour l'espérance discrète. Et l'espérance continue, si vous avez une variable aléatoire qui est continue, elle a une fonction de densité f.
Et si jamais cette fonction a une intégrale qui est finie, donc c'est la condition d'existence qui est ici, alors l'espérance de x existe, est donnée par, on remplace, regardez comme c'est symétrique, on remplace la somme par une intégrale, on remplace les valeurs par les valeurs, et on remplace les probabilités atomiques, donc les petits PI, par la fonction de densité. Donc de nouveau, c'est quelque chose d'assez fascinant, c'est que le passage du cas discret au cas continu peut se voir un peu, pour ceux d'entre vous qui ont vu ce genre de choses, comme le passage d'une somme de Riemann à une intégrale. Donc, si je regarde dans mon exemple d'une loi uniforme sur 0,1, imaginons que x prenne les valeurs n'importe où, prend n'importe quelle valeur sur 0,1. Alors l'espérance, donc la densité de x dans ce cas-ci, si x peut prendre ses valeurs n'importe où entre 0 et 1, la densité de x ce sera quoi? Ce sera 0 avant 0, ce sera 1 entre 0 et 1 et ce sera 0 après 1. C'est un peu le même exemple que celui qu'on avait fait, c'est pas un peu, c'est le même exemple que celui qu'on avait fait, où ça? Ici. Voilà. Et donc l'espérance de x, je ne réfléchis pas, c'est l'intégrale de x fois la densité. Attends Marco, tu me demandes l'espérance encadrée, c'est l'espérance discrète. Ça c'est l'espérance discrète, et ça c'est l'espérance continue. Ok? Donc si maintenant je prends une variable qui est uniforme sur 0, 1, qui prend toutes les valeurs entre 0 et 1, l'espérance, chaque fois recopier la définition c'est mieux, c'est l'intégrale de x fois la fonction de densité. Maintenant je remplace, la fonction de densité ça vaut 0 ou 1, donc c'est simplement l'intégrale de 0 à 1, de 0 à 1, parce qu'avant c'est 0 et après c'est 0, de x, je recopie mon x, fois la fonction de densité qui vaut 1. L'intégrale de 0 à 1 de x, je vais peut-être rajouter un petit calcul, c'est quoi? C'est x carré sur 2 et évalué entre 0 et 1, ça fait bien 1 demi moins 0. Donc ça fait 1 demi. Est-ce que vous êtes d'accord avec le calcul qui est ici? Parce que, je recommence, tu veux intégrer la fonction de densité, petit f c'est la fonction de densité, et ta fonction de densité, c'est avant 0 c'est 0. Donc si tu veux, je peux rajouter une ligne, mais ça va juste un peu compliquer les choses. C'est j'intègre de moins l'infini à 0, la fonction de densité, c'est 0. Et puis après, j'intègre de 0 à 1. Puis après, j'intègre de 1 à l'infini. Donc avant 0, ça fait 0. Après 0, après 1, pardon, ça fait 0. Sarah, c'est plus clair? Ok. Puis après, j'ai ceci. Ici, entre les deux, ça fait quoi? Ça fait... Souvenez-vous de ce qu'on avait raconté ici. Donc, j'ai fait exprès de ne pas vous donner tous les détails. Ici, on avait dit, si ça prend les valeurs entre 2 et 5, ce sera à hauteur 1 tiers pour que l'aire totale fasse 1. Et si ça prend les valeurs entre 0 et 1, ici, ça se passe à quelle hauteur? Ça se passe à hauteur 1. La fonction de densité, ça vaut 0 si x n'appartient pas à 0,1. Et ça vaut 1 si x appartient à 0,1. Donc si je remplace ici, entre 0 et 1, j'ai juste 1. Si tu veux, je peux le rajouter. Tu vois, Dominique? Tu vois pas? Ok. Et donc après, c'est une bête intégrale, ce qui fait 1 demi. Alors c'est peut-être plus intéressant, je vais faire en plus en détail le cas général. Donc c'est slide 68. Si jamais j'ai un nombre totalement choisi au hasard entre A et B, donc j'ai A ici, j'ai B qui est ici, je choisis mon nombre totalement au hasard, quelle sera la densité associée? Avant A, ce sera 0, entre A et B, ce sera constant, et après B, ce sera 0. Donc ma fonction de densité, elle vaut quoi? Elle vaut
0 si x n'appartient pas à AB, et elle vaut quelque chose si x appartient à AB. Quelle est la valeur de ce quelque chose? À quelle hauteur se trouve ma barre ici? Il faut que l'aire totale fasse 1. L'aire ici doit faire 1. Pour que l'aire totale fasse 1, ici, ça doit valoir combien? Si quelqu'un a une idée. Pour que l'aire totale que j'ai assurée entre A et B fasse 1, il faut ici une valeur de... Oui, merci Christine. 1 sur B moins A. Parce qu'il faut que l'aire totale fasse 1, et ça, vous savez que la longueur de ce truc-ci, c'est B moins A. Donc ça, c'est quoi ici? C'est 1 sur B moins A. Du coup, l'espérance de ce truc-là, c'est quoi? Je réécris, si j'intègre de moins l'infini à plus l'infini, x fois la fonction de densité. Donc ça, c'est juste la définition. Ensuite, j'applique. De moins l'infini à a, il ne se passe rien. Allez, je refais cette fois-ci, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça à chaque fois. Hein. De moins l'infini à a, il ne se passe rien. De a à b, j'ai x fois la fonction de densité qui vaut 1 sur b moins a cette fois-ci. Et puis de b à plus l'infini, j'ai rien. Ça vous va, ceci? Donc celle-là s'en va. Celle-là s'en va. Je me retrouve avec 1 sur b moins a fois l'intégrale de a à b de x dx. Alors je vous assure que les intégrales que je vous demanderai sont jamais compliquées. Hein. Celle-ci, c'est presque le summum de la complication que je pourrais vous demander. Allez, presque. Donc j'ai donc x carré sur 2 entre a et b. Ça me fait quoi? Ça me fait 1 sur b moins a. Attendez, je vais gagner un petit peu de place parce que là, je gaspille. Ça fait 1 sur b moins a, b carré sur 2, moins a carré sur 2. Alors ça, c'est pas méga intuitif, que si vous tirez un nombre au hasard entre a et b, en moyenne, ça vaut b carré moins a carré sur 2 fois b moins a. Donc prenons un exemple de valeur. Donc si x est un nombre totalement au hasard tiré entre 10 et 20, qu'est-ce que vous me diriez intuitivement de sa valeur moyenne? Si vous choisissez un nombre tout à fait au hasard entre 10 et 20, en moyenne, ça devrait valoir combien? Oui, 15. Sauf que moi, mon résultat ici, il est absolument dégueu. Ça devrait valoir 20 au carré, moins 10 au carré, divisé par 2 fois 1 sur 20 moins 10. Ça, c'est dégueu. Mais en fait, je ne sais pas s'il y en a qui le voient déjà. Ceci, c'est très joli. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Souvenez-vous, b carré moins a carré. Oui, tout à fait, Cyrine. Ça fait b carré moins a carré. Je fais les étapes supplémentaires, comme ça vous le voyez. Donc ça fait b moins a fois b plus a sur 2 fois b moins a. Paf, paf, ils s'en vont. Ça me fait a plus b sur 2. Oui, mais ça c'est hyper logique. Si je tire un tout à fait au hasard entre a et b, la valeur moyenne c'est 10 plus 20, a plus b sur 2. Donc le résultat ne vous apprend rien de surprenant. C'est juste... c'est un résultat totalement intuitif. Et ça, c'est ça qui est bien avec la théorie, c'est qu'en fait cette théorie, elle confirme les choses que vous savez déjà dans les cas où vous savez déjà des choses. Alors peut-être un exemple un peu moins évident mathématiquement parlant, ce serait le suivant. Je prends une fonction de densité qui est ici, cette fonction-là, celle que j'avais vue avant. Donc j'y vais. Donc troisième exemple. L'espérance de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x fois la densité. Si ma densité vaut 0 avant 0 et puis elle vaut ce machin après 0, j'avais donc l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0, plus l'intégrale de 0 à l'infini de la fonction de densité, donc 2 fois exponentielle de moins 2x dx. Donc ça, j'applique simplement la définition. Ça s'en va. Et là, je me retrouve avec 2 fois l'intégrale, donc ça me fait 2 fois l'intégrale de 0 à l'infini d'exponentielle de moins 2x dx. Et en principe, la plupart d'entre vous savent très bien que ceci, ça fait ça.
Ok. Puis après, là, je calcule. Le premier terme, il me donne 0. Et puis, je vais avoir moins quoi? Moins exponentielle de 0, ça fait 2 plus 1 demi. Ah non, je fais une bêtise. Eh, j'ai fait une bêtise, les gars. Il manque un x ici. Hein. Il me manque un x. Oui, pardon. Je raconte des bêtises. Il me manque un x. Et donc, maintenant, pour faire ce truc-là, je dois calculer cette intégrale-ci. Enfin, cette primitive. Alors là, normalement, beaucoup d'entre vous ont vu comment faire une primitive pareille. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire. Oui, intégration par partie. Alors moi, je fais toujours avec des u et des v. Donc j'appelle u le truc que je vais dériver et dv le truc que je vais intégrer. Mais certains font avec des f et des g ou ce que vous voulez. Hein. Donc du c'est dx. V c'est donc exponentielle de moins 2x sur moins 2. Du coup, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec uv, c'est-à-dire x fois exponentielle de moins 2x sur moins 2, plus 1 demi de l'intégrale de exponentielle de moins 2x. Vous m'arrêtez si je fais une bêtise. Hein. Ça va à tout le monde? Et donc là, je peux continuer. Hein. Donc j'ai moins 1 demi x exponentielle de moins 2x plus 1 demi exponentielle de moins 2x sur moins 2, ce qui fait ce que ça fait. Du coup, l'intégrale de 0 à l'infini de x exponentielle de moins 2x dx, ça me fait moins x demi évalué entre 0 et l'infini, moins, j'espère que je ne dis pas de bêtises, moins 1 quart, exponentielle de moins 2x évalué entre 0 et l'infini. Celui-ci s'en va parce que quand x vaut 0, j'ai 0, et quand x vaut l'infini, j'ai 0. Et celui-ci, ça va me faire moins 1 quart. Plus 1 quart, j'ai plus 1 quart, pardon. Par conséquent, mon espérance, elle vaut 2 fois ça. Oui, donc elle vaut 1 demi. Ok? Mohamed, quelle simplification? Celle-ci? Ça, tu remplaces x par l'infini. Tu as l'exponentielle de moins l'infini. Ça va gagner sur celui-là. Donc ça va faire un 0 qui gagne. Puis tu remplaces x par 0. Tu as 0 fois 1, ça fait 0. Donc tu as bien 0 moins 0. Si tu veux, je peux peut-être... C'est mieux pour ceux qui reliront après. Ça fait 0 moins 0. Plus, non, moins 0 moins 1 quart. Ce qui fait 1 quart. Ouais, c'est mieux comme ça. Merci. Ok? Bon, il y a plein de choses à raconter sur l'espérance. J'ai déjà dit, hein, mais quand je donne mon cours en matheux, je passe... Attends, Eline, tu demandes pourquoi ça passe de 1 quart à 1 demi? Parce qu'il y a un 2 que... Je sais pas si j'ai... Je pense que j'ai pas fait ça de manière très intelligente, mais il y a un 2 ici qu'il faut pas oublier. Et donc je fais 2 fois ça. Ok? Alors... Donc avec les matheux à qui je donne un cours pareil, enfin un cours similaire, pas pareil, je passe une dizaine d'heures sur le concept de l'espérance, vraiment une dizaine d'heures, et notamment je regarde les propriétés mathématiques de cet opérateur. C'est un opérateur ce machin, il prend une variable aléatoire et lui associe un nombre. Donc c'est un opérateur qui associe une variable aléatoire à une loi, un nombre. Ce nombre est appelé l'espérance mathématique et également la moyenne. Moi j'utilise un peu de manière interchangeable les trois. L'opérateur a quelques propriétés très naturelles et cruciales. Malheureusement, vous n'avez pas, et donc c'est pas une question, c'est pas un jugement de valeur, c'est un état de fait. On ne va pas passer le temps qu'il faut pour aborder les preuves de ce théorème. C'est trop long et trop compliqué. Et ça dit des choses qui sont en fait terriblement intuitives. Et donc en fait, la preuve ne vous apprendra rien, parce que le résultat en lui-même est évident.
Première chose, ça dit quoi? Ça dit, je vais peut-être commencer par la deuxième d'ailleurs. Ça dit que si x est en moyenne toujours, pardon, si x est toujours plus petit que y, vous avez deux aléas, x et y. Genre deux élèves, un qui est toujours meilleur qu'un autre partout. Lui, elle est toujours meilleure que lui partout. Et si elle est toujours meilleure que lui partout, bah, sa moyenne à elle sera meilleure que sa moyenne à lui. Ça vous paraît logique? Bah, ce truc-là, j'aime bien cette phrase, c'est une phrase terriblement déprimante, c'est que l'espérance préserve les inégalités. Et voilà, à prouver, ceux qui aiment ce genre de choses, sachez que prouver ça, c'est vraiment compliqué, étonnamment. Mais le résultat est tout à fait logique. Si un machin qui est toujours aléatoire, on ne sait pas ce qu'il fait, mais est toujours plus petit qu'un autre, bah, s'il est toujours plus petit, bah, celui-ci est en moyenne plus grand que celui-là. Logique. Deuxième chose, et ça c'était plus simple à retenir, que l'espérance, en fait, c'est une sorte d'intégrale. Et donc vous savez qu'une intégrale d'une somme, c'est une somme d'une intégrale. Et vous savez que vous pouvez sortir des constantes des intégrales. J'aime beaucoup Théodore, il est très joli ton canard à trompette. Donc pour ceux qui regardent le cours, il y a Théodore qui vient d'envoyer un canard à trompette dans le chat. Il a l'air très content de ce que je viens de raconter. Donc l'autre chose, c'est que l'espérance est un opérateur linéaire. C'est-à-dire que l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Ben, quelque part, c'est logique. Si vous avez un aléa plus un autre et que vous les sommez, la moyenne de la somme, ben, c'est la somme des moyennes. Et si vous multipliez tout le monde par la même valeur, l'espérance de la multiplication, ben, le alpha peut sortir. Celui-ci, il peut sortir de l'espérance. Saïd, tu dis pardon. Pourquoi tu dis pardon? Bon, il y a des choses bizarres qui se passent dans le chat, mais je ne vais pas passer mon temps là-dessus, parce qu'il ne reste plus que 10 minutes de cours. Donc en pratique, la moyenne, l'espérance, nous renseigne sur quoi? Bah, quelque part, ça se voit ici, hein. Ça nous renseigne sur la valeur moyenne de la variable, ça nous renseigne sur sa position. C'est un premier indicateur, et ce n'est pas le seul. Un autre indicateur qu'on va extraire d'une variable aléatoire, bah c'est en fait quelque chose qui se calcule grâce à un théorème que de nouveau vous n'avez pas le niveau pour comprendre. Enfin, vous avez le niveau pour comprendre, mais pas le niveau pour comprendre la preuve. Et c'est quelque chose qui s'appelle en blague la loi du statisticien inconscient. Donc c'est la loi of the unconscious statistician, LOTUS. Et ça dit quoi? Ça dit que si vous voulez calculer l'espérance d'une fonction d'une variable aléatoire, en fait, il suffit de prendre, soit vous intégrez, si c'est continu, vous intégrez exactement comme si c'était la variable aléatoire, sauf que vous intégrez la fonction g de x, donc c'est intégrale de g de x fois f de x. Et si c'est discret, vous sommez, exactement, vous sommez, comme si c'était x, vous sommez les valeurs que ça peut prendre fois les probas, c'est-à-dire les g de xi fois les probas. Alexis, je ne comprends pas ce que tu dis. Donc, j'avance. Donc, ah oui, c'est en blague, oui, parce que c'est, pardon, Law of the Unconscious Statistician, parce que c'est pas très gentil pour les statisticiens. Donc c'est en fait parce que les statisticiens, souvent, mais même vous, hein, vous ferez partie de ces gens-là, ils utilisent ceci comme une définition. On définit l'espérance de g de x comme c'est soit la somme, soit l'intégrale. En fait, c'est vraiment pas simple à voir. C'est ce qu'on appelle un changement de mesure, et donc c'est un résultat qui est vraiment compliqué à prouver mathématiquement. Mais le statisticien l'utilise sans trop y réfléchir et sans trop se fatiguer. Et donc, dans beaucoup de bouquins de stats, on voit ça comme une définition.
qui porte le nom de Law of the Unconscious Statistician. C'est un matheux qui, à un moment, voulait se moquer des statisticiens en disant qu'ils faisaient vraiment n'importe quoi. Et donc, elle dit, bah, regardez, ils sont tellement bêtes qu'ils utilisent ceci même sans savoir pourquoi ça marche. Bon, voilà, donc c'est devenu une sorte de blague, et puis c'est resté. Alors, on va appliquer ça à quelques exemples. Bah, prenons la loi uniforme. Dans le cas discret, imaginons que x, il prend les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à 6, et la probabilité que x prenne une valeur donnée, c'est juste 1/6. Alors l'espérance de x, on a déjà calculé ce truc-là, c'est la somme des valeurs fois les probas. Donc ça fait quoi? Ça fait 1/6 fois 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 6. Bah ça fait 3,5. Mais si j'ai envie de calculer l'espérance de x carré, bah je peux. L'espérance de x carré, c'est la somme des valeurs. Bah les valeurs maintenant, c'est i au carré fois les probas. Et cette somme-là, ça fait quoi? Bah ça fait 1/6 fois 1 au carré plus 2 au carré plus k plus 6 au carré. Et ça, je vais faire confiance à ce que j'ai fait à l'époque. Il semblerait que ça fasse 91 divisé par 6. Si je veux faire l'expérience de x cube, ben je fais la somme des valeurs fois les probas. Et ça fait quoi? Ben ça fait 1/6 fois 1 au cube, plus 2 au cube, plus, etc. jusqu'à 6 au cube. Et je vais faire confiance à mon calcul. À ce qui paraît, ça fait 441 divisé par 6. Tout le monde comprend le calcul que je suis en train de faire là? Ok. Si au lieu d'avoir un truc discret, on avait un truc continu, bah prenons par exemple x qui suit une uniforme sur AB, donc uniforme continue. On a déjà vu que l'espérance de x... Ah pardon Lina, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Donc il y a deux questions. Donc Alexis, pourquoi est-ce qu'on met au cube et au carré? Ça c'est simplement moi, je décide arbitrairement de regarder ce truc-là. Ou ce truc-là. Donc j'ai décidé ça. Pourquoi? Bah parce que je veux illustrer ce théorème ici, la loi du statisticien inconscient. Donc je veux illustrer le théorème que j'ai ici pour différentes fonctions g. Donc je prends la fonction g de x qui est x carré et la fonction g de x qui est x cube. Ok? Donc il n'y a pas de raison en fait, Lina, c'est juste, je vais vous montrer comment ça marche. Donc si j'avais un truc continu, l'espérance de x, c'est l'intégrale de a à b de x fois la densité. Et ça, on avait déjà vu que ça faisait a plus b divisé par 2. Mais si j'ai un truc continu, je peux aussi regarder pourquoi. Bah parce que ça m'amuse, c'est tout. Je suis du genre de gars que ça amuse de faire ce genre de calcul. Donc l'espérance de x carré, ça va faire ceci. Ce genre de calcul que vous savez faire, donc je vous fais grâce de le faire devant vous. Et visiblement, ça fait a carré plus ab plus b carré sur 3. Est-ce que c'est un intérêt? Non. Mais juste que je sais le calculer. Et donc je fais ce calcul. Si je veux calculer l'espérance x au cube, là ça fait l'intégrale de a à b de x cube fois 1 sur b moins a dx. Et ça fait ce que ça fait. C'est marqué à côté. Ça fait a plus b fois a carré plus b carré sur 4. Personnellement, moi je ne fais jamais ce genre de calcul à la main. J'utilise presque tout le temps Wolfram Alpha. Pourquoi? Parce que Wolfram Alpha se trompe beaucoup moins que moi et il sait faire ce genre de calcul. Ok? Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de cette loi du statisticien inconscient et pourquoi est-ce qu'on a parlé de ces calculs d'espérance? Parce que les deux outils les plus importants dans l'étude d'un échantillon, je reviens à ce qu'on racontait il y a une demi-heure, c'est la moyenne empirique et la variance empirique. Les deux outils les plus importants pour l'étude d'une variable aléatoire, c'est la moyenne et la variance. Et la variance, c'est quoi? Souvenez-vous de ce qu'on avait dit pour la variance empirique. On avait dit on prend la moyenne, la valeur moyenne. On prend la moyenne. Attends, Sarah, tu me dis pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de moins l'infini à plus l'infini? Ah, parce que j'ai sauté une étape ici. Donc ici, j'ai sauté une étape. Il y a bien entendu, il y a d'abord 0 là-dedans. Il y a la partie qui s'annule, mais je ne l'ai pas écrit. Ça va?
Ok. Donc je reviens, il me reste 8 minutes. Je reviens à ce que j'avais dit. Pour recalculer la variance empirique, on regardait la dispersion moyenne à la moyenne. Okay, on regardait la dispersion moyenne à la moyenne. La variance mathématique, je devrais quand même rajouter le mot mathématique. La variance mathématique de x, c'est quoi? C'est la dispersion moyenne à la moyenne. Donc on prend la dispersion moyenne à la moyenne. Donc on prend x moins espérance de x au carré, comme ici, et puis on prend la valeur moyenne. Ok? Et donc si je veux le faire pour une loi uniforme, je refais la même chose, c'est-à-dire que je calcule la variance de x, ça va être quoi? Ça va être l'espérance de x moins sa moyenne au carré. On avait vu que sa moyenne c'est 3,5. On prend l'espérance de ce truc-là, on applique la formule précédente, c'est la somme de toutes les valeurs au carré fois 1/6. Et cette somme-là, je vous laisse calculer, c'est embêtant à faire, ça prend du temps, mais visiblement, si je ne me suis pas trompé, ça fait 35 douzièmes. Pour la loi uniforme, la variance, c'est l'espérance de la différence entre x et sa moyenne au carré. J'applique la formule, c'est l'intégrale de a à b fois la densité fois la fonction ici au carré. Et là, de nouveau, c'est embêtant à faire, je vous laisse le faire parce que je suis paresseux. Et visiblement, après simplification, ça fait b moins a au carré sur 12. Tout le monde a compris ce que j'ai raconté ici? Donc ça part d'une définition. La variance, ça se définit comme ceci. Pourquoi ça se définit comme ça? Simplement par analogie avec ce qui se passe dans le cas empirique. Dans le cas empirique, on voit bien d'où ça sort ce truc-là. Dans le cas théorique, on remplace simplement les sommes par des espérances. Et puis après, ici, je vous donne juste deux exemples. Un exemple dans le cas uniforme et un exemple dans le cas uniforme continu. D'où viennent ces calculs-ci? Ces calculs viennent de cette formule-là. Ok, tout le monde? Ok. Alors, on va terminer le cours d'aujourd'hui sur un dernier résultat que vous devez connaître, que vous devez savoir prouver. Donc, c'est deux propriétés. Donc, page 72. La première, c'est que la variance de alpha x, c'est alpha carré fois la variance de x. Comment est-ce qu'on voit ça? Théodore, est-ce qu'on aura le choix d'utiliser la formule empirique ou mathématique à l'examen? Non. Tu utilises l'empirique si tu as un échantillon et tu utilises la mathématique si tu as une variable aléatoire. Elisabeth, tu demandes, je n'ai pas compris la différence entre l'intervalle 1 à 6 et le A et B. Ici, je crois que Lina, tu réponds à sa question en fait, merci beaucoup. Ici, on somme de 1 à 6 parce qu'on a une variable aléatoire discrète. Et ici, on intègre de A à B parce qu'on a une variable aléatoire continue. Ok? Bon. Je vais vite faire mes preuves ici, comme ça on termine. Donc, variance de alpha fois x, c'est alpha carré fois la variance de x. La preuve est toute simple si on fait confiance aux formules. La variance de alpha fois x, c'est quoi? C'est l'espérance, je ne réfléchis pas, je remplace simplement par ce que c'est. Alpha x moins espérance de alpha x. Ok, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je n'ai rien fait d'autre que appliquer la définition. La variance, c'est l'espérance du machin moins l'espérance du machin au carré. Ensuite, j'utilise quoi? J'utilise de fait ce que je sais faire des calculs. Donc je sais que ça fait quoi? Ça fait espérance de alpha x moins, j'ai le droit de sortir le alpha de l'espérance parce que j'ai quelque chose de linéaire. J'utilise le théorème qui est ici. J'utilise ce théorème-là. Ok. Et donc quoi? Maintenant je suis content parce que de ceci, je sais que je peux sortir mon alpha au carré. Et du coup, je peux réappliquer mon théorème qui me dit quoi? Qui me dit que alpha, ça me fait alpha carré fois l'espérance de x moins l'espérance de x au carré.
Donc ça, c'est la fin de ma preuve. Parce que c'est la fin de ma preuve, parce que ce truc-là, c'est bien la variance de x. Ça, c'est le premier résultat. Ce premier résultat est hyper intuitif. Il me dit quoi? Si je multiplie tout le monde, les données, par 10 par exemple, bah, vu que la variance c'est un truc au carré, c'est comme si je multiplie la variance par 100. Deuxième chose, c'est que la variance est invariante par translation. C'est-à-dire que la variance de x plus quelque chose, c'est la variance de x. La variance est invariante par translation. Donc ça, de nouveau, c'est plutôt intuitif. Si j'ajoute la même quantité à toutes les observations, je ne modifie pas la variance. Par exemple, si je prends une densité qui est comme ceci, si je la déplace, donc si j'ajoute une même quantité à tout le monde, c'est comme si je la déplaçais. Mais quand je la déplace, je ne change rien à la variabilité du phénomène. Donc la variance ne change pas quand je translate. La variance est invariante par translation. Donc ça, c'est assez facile à voir aussi en calcul. C'est un bête calcul. La variance de x plus alpha, c'est quoi? Par définition, c'est l'espérance de x plus alpha moins l'espérance de x plus alpha au carré. J'applique la définition. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'espérance de x plus alpha par linéarité de l'espérance. C'est l'espérance de x plus l'espérance de alpha au carré. Oui, mais l'espérance de alpha, vu que alpha peut sortir, c'est simplement alpha. Parce que c'est alpha fois l'espérance de 1, l'espérance de alpha, c'est juste alpha. La valeur moyenne d'une variable aléatoire constante, c'est juste la constante elle-même. Lina, tu me dis, donc par exemple, variance de x plus 3, c'est la variance de x plus 1000, c'est la variance de x. Regarde ce que je faisais ici. Quand je déplace, ou que je déplace, ça ne change rien. La variance ne bouge pas. La variance est invariante par translation. Donc oui, que tu rajoutes 3000 ou 500 000, ça ne change rien. Et regarde dans les formules, c'est exactement ce qui se passe, parce que qu'est-ce qu'on a? On a le x plus alpha qui ne bouge pas, on a moins l'espérance de x ici, et on a moins alpha qui se met au carré. Et alors ce gars-là se tue avec ce gars-là, et je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec l'espérance de x moins l'espérance de x, le tout au carré. Et ça, par définition, c'est la variance. Donc on a bien que la variance est invariante par translation. Bon les petits gars, il est 15h. Est-ce que vous avez encore du temps ou est-ce que... Parce que si je voudrais bien faire la preuve de celui-ci, mais pas si vous devez partir. Vous êtes combien? Vous êtes combien? Je vous ai perdu. Ah, vous avez guidance. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que je vais faire une vidéo supplémentaire. Vous êtes 75. Je vais finir ce chapitre en vidéo. Voilà. Je vais finir ce chapitre en vidéo. Je ferai une vidéo pour vous d'ici, j'espère, vendredi au plus tard. Et alors, comme ça, lundi, je répondrai pendant une demi-heure à vos questions là-dessus. Ce sera mieux. Ça va? Donc, je ferai une vidéo. Vous aurez l'occasion de la regarder pendant le week-end, j'espère. Et puis après... lundi, je répondrai à vos questions. Ça vous va? Voilà, merci pour votre attention et votre participation. Donc n'oubliez pas, ceux qui ont TP demain matin de 8h à 12h, votre assistante n'est pas bien du tout. Elle me répond plus, ce qui m'inquiète un peu. Donc il n'y a pas TP demain matin de 8 à 12. Et il y a bien TP mercredi
de 17h30 à 19h avec moi sur Teams. Je vous informerai et ce sera sur le TP2. Pas le TP3 que vous faites cette semaine-ci, mais sur le TP2. Au revoir.